Il y a beaucoup de données sur quelques PFAS. Les plus étudiés, qui sont le PFOA, le PFOS, ont des effets très variés. Ça peut être des effets sur la reproduction, des effets cancérigènes, des effets sur le métabolisme, des effets sur cardiovasculaire avec une augmentation du taux de cholestérol, des effets sur la thyroïde. Et il y a beaucoup de substances en fait pour lesquelles on n'a pas beaucoup de données. Donc notamment les PFAS qui viennent en substitution des PFAS à chaîne plus longue, les PFAS à chaîne plus courte, pour lesquels il y a beaucoup moins de données disponibles. Les PFAS, c'est une famille extrêmement nombreuse. Donc, on ne connaît pas tout, évidemment, sur toute la famille, bien entendu. La science, qui s'accumule, elle concerne beaucoup plus les anciennes générations. On sait un peu moins de choses quand même sur les nouvelles générations. Donc, je ne pourrais pas vous dire beaucoup de choses là-dessus avec beaucoup d'assurance. Mais ça pose un problème plus général, d'ailleurs, quand on a comme ça des familles avec un nombre, des centaines, des milliers de substances possibles. On n'aura jamais le temps en toxicologie de tout analyser. Donc, il va falloir un moment ou un autre raisonner plutôt par groupe. Donc et c'est un peu la philosophie, d'ailleurs, de la stratégie européenne actuelle. Donc, pour ce qui est des PFAS dont on connaît bien la toxicité, voilà, eh bien, on sait que les impacts sont assez nombreux. Il y a des impacts au cours du développement, notamment. Il y a des impacts en termes de métabolisme, en termes d'obésité, de système reproducteur. Il y a quelques doutes aussi sur la cancérogénèse de ces produits. Et je dirais surtout récemment, on a mis en évidence un impact sur l'immunité et notamment sur la réponse vaccinale. Et ça a été peut-être le domaine un peu le plus, je dirais, important de cette évaluation. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est un faible poids à la naissance. C'est vraiment l'effet le plus souvent retrouvé dans les études épidémiologiques. Et après, sur le petit enfant, donc l'effet qui apparaît à la plus faible dose, ce sont donc les effets sur le système immunitaire. Donc une diminution de la réponse vaccinale avec une diminution de la production d'anticorps suite à la vaccination. On a coutume de lire dans la littérature scientifique là, sur la toxicité des PFAS que on a les chaînes courtes qui sont moins bioaccumulables et moins toxiques, les chaînes longues qui sont plus bioaccumulables et plus toxiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est ce qu'on dit, et ce qu'on continue à dire, mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'études sur les chaînes longues que sur les chaînes courtes, et donc il faut attendre un tout petit peu de... Moi, je me méfie toujours des substituants. J'ai pas mal de... j'ai un peu travaillé sur le bisphénol S, qui était le substituant du bisphénol A, et voilà, on a des arguments pour dire finalement, c'est pas beaucoup mieux maintenant, alors qu'il y a 10 ans, en toute sincérité, on pouvait dire qu'il y a moins d'effets connus du bisphénol S, mais il y avait 100 fois moins d'études sur le bisphénol S que sur le bisphénol A. Il y a une autre étude sur laquelle je suis tombé qui m'a un peu interpellé, c'était parce que justement, elle venait aussi un peu contredire cette généralité qui dit que les chaînes longues sont toxiques et bioaccumulables et les chaînes courtes sont moins toxiques et moins bioaccumulables. C'est l'étude de Grandjean sur le PFBA, et donc il montrait une corrélation entre la concentration dans les poumons du PFBA et le cas de Covid sévère qui ont eu lieu chez un certain nombre de patients touchés du Covid. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui, il y a eu ça. Philippe Grandjean, je connais très bien Philippe Grandjean, c'est un copain, et il était chez nous il y a pas longtemps, c'est lui qui avait mené ça. Et on peut la considérer comme une première alerte. Je dirais qu'il faut la confirmer et par des études plus larges. J'ai confiance dans ce que Philippe Grandjean est un excellent épidémiologiste. C'est pas il publierait pas n'importe quoi. Mais parfois, vous faites une étude sur une petite cohorte et ça sort assez vite parce que c'est Covid et tout. Donc, il faut attendre ensuite les confirmations. S'il y a une plus grande cohorte, peut-être que ça ne sortira pas. On verra quels sont les résultats. Nous, on le fait aussi. On essaie de trouver un peu plus original en le faisant chez des personnes qui ne répondent pas bien parce que âgées. Et puis, c'est quand même la population la plus à risque.
Là, il y a pas mal de zones d'ombre. Encore une fois, c'est toujours les mêmes substances qui sont les plus étudiées, pour lesquelles on a le plus de données. Pour la majorité des substances, on ne sait pas pour l'instant. Alors, ça fait partie des effets qui sont bien répertoriés, donc avec des arguments qui semblent assez convaincants. À nouveau, on mesure toujours avec le poids des preuves, hein, donc je ne saurais pas vraiment vous dire si on l'effet le plus clair, je dirais maintenant, c'est l'immunotoxicité. L'effet thyroïdien est vraiment présent. Est-ce qu'il est aussi un niveau de preuve équivalent? Ça, je ne peux pas franchement vous le dire, mais c'est répertorié, ça fait partie des choses. Et le problème des effets thyroïdiens, c'est qu'il peut y avoir un impact sur le développement donc, du cerveau, parce que la thyroïde joue un rôle majeur, surtout dans cette période critique qu'est l'in utero et la petite enfance. Alors, c'est clairement la phase in utero, dès les premiers mois de la grossesse, où c'est là où tous les organes se forment, et donc c'est là qu'on est le plus sensible aux perturbateurs endocriniens. Donc toute la phase in utero, petite enfance, l'adolescence, ce sont des périodes extrêmement où on est extrêmement vulnérable à ce type d'effet. Et on sait maintenant assez clairement, là il y a eu quand même pas mal de travaux, que le développement fœtal et la petite enfance, c'est la période de vulnérabilité la plus importante, surtout vis-à-vis de ces substances qui par ailleurs sont des perturbateurs endocriniens et qui peuvent perturber le développement. Donc évidemment, il faut toujours se caler par rapport à la période de vulnérabilité maximale. Il est évident que quelqu'un qui a 60 ans n'a pas la même vulnérabilité que 100 ans. Il y a un autre type de vulnérabilité, mais pas celle-ci. Globalement, en fait, c'est pas que sur les perfluorés, mais sur ces effets cocktails, on est encore en train de découvrir et d'étudier ces effets. Sur les perfluorés en particulier, il y a, à ma connaissance, peu d'études qui ont étudié un effet cocktail des perfluorés. Il y a quand même quelques données, et notamment sur une substance que vous retrouvez, d'ailleurs celle que vous retrouvez la plus, c'est le PFH-XA, où il y a des données qui suggèrent que cette substance, même si elle est intrinsèquement serait moins toxique que les autres, participerait à un effet cocktail en augmentant la perméabilité des membranes cellulaires, et qui donc augmenterait l'exposition à d'autres perfluorés. Donc en fait, si on a cette substance-là avec d'autres perfluorés, potentiellement on a un effet synergique où la présence du PFH-XA va augmenter l'effet des autres substances en augmentant l'absorption par les cellules. Ça a été un argument d'ailleurs utilisé par l'Agence européenne des produits chimiques pour proposer une restriction du PFH-XA au niveau européen. Il y a un dossier de restriction qui est actuellement en cours d'évaluation sur cette substance-là. Il commence à y avoir des études, il y a des études hollandaises qui ont eu lieu, donc il y a à peu près moins d'un an même. Effectivement, on commence à avoir des études pour le calcul des effets cocktails. Donc, effectivement, alors, on a l'habitude, les 4 fameux les plus dangereux, on a maintenant l'habitude de les additionner. Donc, on les prend en groupe, si vous voulez. Donc, on commence à avoir un peu un calcul par effet cocktail. Par contre, il faudrait peut-être additionner beaucoup plus. Les 20, par exemple, ce serait peut-être qui sont les plus suspectés. Et ça, il y a des études actuellement en cours pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est un problème vraiment difficile, hein, les effets cocktails. Cela dit, c'est clair que la réglementation actuelle ne tient pas compte, sauf dans certains cas très particuliers comme les dioxines. Un peu les PFAS, ça commence pour les 4 là, dont j'ai parlé. Il va falloir quand même que les agences s'y mettent et qu'on trouve un moyen de gérer cet effet cocktail. C'est un sujet d'inquiétude à cause de la vulnérabilité de la période fœtale. Hein. C'est pas tellement que la quantité va être plus importante quand même. Malgré tout, le placenta joue son rôle, mais pas suffisamment. On retrouve quand même dans le liquide amniotique des perfluorés. Donc, peut-être moins que chez la mère, par exemple. Mais quand on est exposé à cette période-là, il y a une augmentation de risque d'avoir
des problèmes pathologiques plus tard dans la vie. C'est une augmentation de risque, hein, il n'y a à nouveau aucune certitude, rien du tout, c'est simplement une augmentation de risque, mais c'est quand même ça. Donc il faut être particulièrement vigilant sur cette étape-là. En fait, l'agence donc de sécurité alimentaire, elle prend en compte l'ensemble de la littérature disponible sur les PFAS et elle va, parmi toutes les études disponibles, voir celle à laquelle il y a des effets à la dose la plus faible. Donc, ils ont émis une dose tolérable par semaine très faible de 4,4 nanogrammes par kilo de poids corporel par semaine. Et donc, ils se sont basés sur des études qui ont été faites sur plusieurs cohortes d'enfants aux îles Faroé, en Allemagne et en France, qui ont montré une corrélation entre le taux sanguin en PFAS et une diminution des anticorps contre la diphtérie et le tétanos en particulier. Donc, plus on a de PFAS dans le sang et moins on a d'anticorps contre ces maladies. Et ça, ces études-là, c'était une exposition de la mère qui ensuite transmettait ça à l'enfant, si j'ai bien compris. Oui, c'était des enfants qui étaient exposés via le lait maternel. Ouais. D'accord. Donc en fait, les 4 nanogrammes par kilo de poids corporel et par semaine, c'est une recommandation pour les femmes qui allaitent. Exactement, oui. Okay. En fait, c'est une recommandation qui est censée protéger l'ensemble de la population, y compris les plus vulnérables. Donc, si on veut protéger les enfants, il faut que la mère en absorbe très peu. Ok. En fait, on considère que les enfants, c'est ceux qui sont les sujets les plus sensibles, et on considère que si on les protège eux, on protège tout le monde, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Okay. Donc, sur ce plan-là, moi, l'aspect immunotoxique me préoccupe, hein, en général. Je pense que c'est un domaine qui n'a pas été bien, suffisamment, en tout cas, intégré dans les études initialement des agences. Ça l'est depuis quelque temps. Les PFAS, c'est un exemple. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la population, disons, humaine est autour un peu de cette valeur. Il y a peut-être 15% qui est au-dessus même de cette valeur seuil. Évidemment, ces valeurs seuil sont calculées de manière très protectrice, hein. Il faut pas non plus, ça veut pas dire si on est au-dessus que automatiquement on va être certainement avoir des effets toxiques, parce que vraiment on prend des mesures quand même avec des facteurs de correction assez importants. Malgré tout, on est quand même pas loin de ces valeurs seuil. C'est ça ce qui est le plus inquiétant dans l'histoire. Dire et alors quoi. Ça me fait un peu penser à ceux qui disent il a plu chez moi, donc il n'y a pas de sécheresse, ou alors regardez, il fait 20 degrés en plein mois d'août, il n'y a pas de réchauffement climatique, quoi. En fait, toutes ces conclusions, ces observations qu'on peut faire à l'échelle individuelle, elles n'ont aucune valeur. Ça n'a aucune portée scientifique. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on a en France et dans le monde une épidémie de maladies chroniques, d'obésité, de diabète, une infertilité qui augmente, qui ne peut s'expliquer que par des causes environnementales. C'est un fait scientifique. Et donc il y a un moment où il faut qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui pollue notre milieu, qu'est-ce qui pollue notre eau potable? Et les PFAS en font partie. Alors évidemment, chaque individu va réagir différemment. Il y a des personnes qui vont être exposées à très fortes doses et qui vont développer aucune maladie. Et il y en a qui vont être exposées très peu et qui vont développer un cancer, je ne sais pas, dans quelques années. Et en plus, ce genre de maladie chronique environnementale, c'est souvent multifactoriel. Donc le lien entre une substance en particulier et une maladie est très difficile à faire, voire impossible à faire. On sait, d'après une multitude de publications scientifiques, que les perfluorés agissent à extrêmement faible dose, qu'on en retrouve partout, qui sont très persistants, qu'ils ont la capacité de s'accumuler dans notre organisme. Donc ça doit être des raisons suffisantes pour agir et limiter l'exposition des populations, notamment des enfants. Même, vous savez, même les gens qui fument, tous ne font pas de cancer du poumon. Et on m'a déjà dit ça. Moi, j'ai fumé toute ma vie et j'ai pas de cancer du poumon. Oui, bien sûr. Heureusement que tout le monde. C'est une augmentation du risque. C'est pas nécessairement une augmentation de risque très impressionnante. On n'est pas dans le tabac. On n'est pas dans le tabac où le tabac, si vous fumez ou ne fumez pas, la différentielle de risque est de 40 fois. Donc, 40 fois. Alors que là, on est
parfois 1,5 fois, à 2 fois, on considère que c'est déjà beaucoup. Mais bon, là, c'est pour les perfluorés. Ensuite, il y a les bisphénols, et ensuite, il y a les PCB qui traînent encore. Ensuite, il y a donc le tout ensemble, voilà, peut être. Donc, si on peut taper un peu et diminuer un peu partout, on peut améliorer les choses. L'ARS, par rapport à la situation de notre zone, considère qu'il n'y a pas de contre-indication à consommer l'eau du robinet, justement parce que les molécules majoritaires sont plutôt des chaînes courtes et les chaînes longues sont plutôt minoritaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est un peu rapide comme conclusion et un peu simpliste. On trouve quand même du PFOA à 20 nanogrammes par litre. Aux États-Unis, où ils sont un peu plus avancés sur cette question, sur la protection des citoyens aux États-Unis, l'USEPA, donc l'agence américaine de protection de l'environnement, a proposé une norme pour l'eau potable du PFOA à 4 nanogrammes par litre. Et donc là, on est dans vos analyses, on a 20 nanogrammes par litre de PFOA, donc on est bien au-dessus de cette norme américaine. Écoutez, en tout cas, mes collègues américains toxicologues considèrent que les PFAS, c'est vraiment quelque chose de toxique, clairement toxique, et eux, ils préconisent vraiment la grande prudence là-dedans. Si on peut diminuer quand même la contamination de la population, je pense que c'est quelque chose qu'il faut tenter de faire. Une autre substance qui m'a interpellée, c'est le PFH-PA. Alors, c'est un PFAS à une chaîne de 7 carbone. Et en fait, lui, il a été identifié par l'Agence européenne des produits chimiques comme substance très préoccupante parce qu'il est reprotoxique. Dans les études chez l'animal, l'exposition de cette substance a montré des malformations, une réduction du poids à la naissance, etc. Il a aussi la particularité de s'accumuler dans l'organisme. Donc là, même s'il est présent en faible quantité, c'est quand même une source quotidienne d'exposition avec un risque d'accumulation. Okay. Est-ce que selon vous, on peut affirmer aujourd'hui, par exemple pour l'eau potable qui nous concerne à nous, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que il n'y a aucun risque pour la santé des jeunes enfants à naître en consommant l'eau du robinet? Ah non, on ne peut pas affirmer ça. On ne peut pas affirmer ça, comme on ne peut pas affirmer l'inverse non plus. C'est tellement variable d'une personne à l'autre, c'est tellement multifactoriel ce genre d'effet qu'on ne peut rien affirmer du tout en fait. Mais on ne peut pas affirmer qu'il n'y a aucun risque, sachant qu'il y a une substance reprotoxique dans l'eau potable, d'après les analyses que vous avez faites. Oui, donc évidemment, ces calculs sont faits substance par substance, quoi. C'est clair, quoi. Donc ils vous ont donné les calculs substance par substance, chacune avec sa VTR, et donc oui, chacune est inférieure, et donc on peut considérer. Donc la question que vous posez, je suppose, c'est est-ce que le mélange de toutes ces substances finalement ne pose pas de problème? Et c'est très difficile de vous répondre parce que bon, tant qu'on n'a pas expérimenté ou tant qu'on n'a pas fait des observations, mais je pense que c'est une question légitime. Moi, je ferai attention quand même pour en tout cas les femmes enceintes et les tout jeunes enfants. Ça, je pense que je ferai vraiment attention. Je pense que c'est vrai que c'est de la précaution et que bon, si peut-être que on va nous rétorquer que finalement, si on prend les valeurs calculées qui sont des valeurs scientifiques, et donc que ce n'est peut-être pas un souci. Malgré tout, on n'est jamais trop précautionneux, je dirais, dans ce domaine-là, surtout qu'il y a une solution relativement simple, quoi, dans ce type de situation, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, il vous recommanderiez d'acheter de l'eau minérale. Alors bon, peut-être pas alors si c'est dans des bouteilles plastiques, on va le dire que c'est pas terrible non plus, mais enfin bon, en tout cas, peut-être une eau qui est moins contaminée, et ça me paraît être assez raisonnable et puis pas extrême comme précaution. La démarche qu'on devrait adopter, c'est le minimum d'exposition, voire la non-exposition. Il faut tout mettre en œuvre pour que l'exposition soit la plus faible possible.